Bonjour. Je me permets de me présenter. Je m'appelle Karim Refat. Je travaille au Conseil présidentiel franco-égyptien des affaires. Je fais partie du comité de la communication. Je suis égyptien et je suis le président directeur général d'une société qui s'appelle Engage Consulting. Nous sommes une entreprise de business lobbying. On apporte de l'appui aux investisseurs auprès des gouvernements. J'ai une pensée personnelle assez spéciale. Je suis ancien diplomate égyptien. La dernière fois que j'avais mis les pieds à l'Institut du monde arabe, c'était en tant qu'agent de protocole de l'ambassade d'Égypte en France pour accompagner le ministre du Commerce et de l'Industrie dans un colloque économique. C'était en 2007. Ça me fait un peu de frisson, des beaux souvenirs de venir encore à l'Institut du monde arabe. Je suis très honoré d'être là pour animer la première table ronde. Je vais tout d'abord commencer par présenter les intervenants. Je vais me permettre de faire comme tout diplomate, de présenter la dame que nous avons. Alors, Madame Leila Farah Muqaddim, représentante résidente de la Banque africaine du développement pour l'Égypte. Monsieur Fouad Younes, co-président du Conseil franco-égyptien des affaires. Monsieur Samih Sawiras, chairman et CEO d'Orascom Development. Monsieur Amérique de Régnier, directeur général de l'Union des banques arabes de France, du BAF. Et enfin, un ami, Franck Sicula, le chef de la mission économique et commerciale de France en Égypte. Avant de commencer, je me permets de quelques petites remarques et de partager avec vous qu'est-ce que j'ambitionne de réaliser aujourd'hui. À partir du moment où je ne suis plus diplomate, je ne suis plus agent du gouvernement, et que je suis conscient que nous sommes entre amis français, parce que la France et l'Égypte, ce n'est pas seulement un des plus grands investisseurs et un des plus grands partenaires, c'est un partenaire de choix. Et là, je cite les paroles du monsieur, l'ancien Premier ministre Ibrahim Mahlab à Paris il y a quelques mois. C'est le partenaire stratégique préféré. À partir de tout cela, j'ambitionne que nous ayons un débat utile, transparent, un dialogue pragmatique, de ne pas éviter de citer les percées et les avancées et les réalisations de l'État égyptien. Et je suis sûr que je vais démontrer qu'il y en a plusieurs, comme le ministre vient de le faire, mais de citer aussi les défis et les challenges et les problèmes et les mesures que nous espérons pouvoir dialoguer autour desquelles pour pouvoir faire avancer l'économie et les investissements en Égypte et les affaires bilatérales entre l'Égypte et la France. À partir de cette conviction, je me permets quelques petites remarques qui viennent du point de vue de quelqu'un du privé. Grand problème par rapport à l'Égypte, en Europe, pas seulement en France. Je pense que nous avons souffert d'une communication médiatique qui n'était pas juste. On a vu plus les médias parler des voitures qui brûlent, des manifestations autour des universités, des attentats à Arish. On a vu plus les médias parler d'un régime autocratique, d'un coup de feu militaire, beaucoup de choses, mais on n'a pas parlé de Thales, Carrefour, Lafarge, Orange, Mobilil, AXA Assurance et plusieurs Fromage Libel, Lactalis. Tous ces gens-là ont continué à faire des affaires en Égypte, ont continué à augmenter leur chiffre d'affaires, à augmenter leur chiffre de profitabilité, certes avec davantage de problèmes, mais l'Égypte, ce n'était pas un pays qui a arrêté, c'est un pays qui est resté debout. Un système bancaire qui est resté debout, on va en parler des devises, on va parler des défis et des challenges. Le mouvement des mergers and acquisitions n'a jamais été plus profond, plus conséquent et plus énergétique en Égypte. Quand on parle de régulation, il faut rappeler que nous avons un président de la République, le premier décret qu'il avait signé, c'était la formation d'un comité suprême pour la réforme régulatoire. Ça veut dire qu'il était conscient qu'on avait un problème de régulation et qu'il fallait bien gérer. Depuis son arrivée, il a signé 196 décrets. Quelques-uns l'ont critiqué en disant qu'il a abusé de son pouvoir législatif temporaire. Ce qu'il a fait, c'est entre ces 196, une centaine ont affaire avec l'acceptation, l'appui, les approvals des budgets des différentes instances gouvernementales. La plupart qui restent sont pour la réforme des institutions des États,
du genre d'un seuil minimum pour les salaires, un seuil maximum pour le salaire, davantage de justice dans la distribution de richesses, et une vingtaine, exactement 23 régulations seulement, ont eu affaire avec le climat des affaires, les investissements, l'énergie. On a pu pouvoir pour la première fois, et je cite, depuis plus de 30 ans, reconstruire et restructurer les dépenses énergétiques, augmenter le prix de l'électricité, avec beaucoup de transparence d'ici à 5 ans. Ce sont des choses qui ont nécessité un charisme, un courage et quelqu'un qui jouit d'une popularité énorme. On a pu passer à traiter des sujets du General Sales Tax Law vers une taxe de la valeur ajoutée. On a fait un feed-in tariff, un tarif de rachat de l'énergie renouvelable qui a été cité par l'Agence internationale de l'énergie renouvelable comme le plus conséquent dans le Moyen-Orient et le plus attractif en Afrique et dans le monde arabe. Ce sont des choses qui se sont passées en Égypte. Quand on parle des grands projets, et le ministre en a cité, on a eu un grand projet qui s'appelle le canal de Suez, mais moi, j'aimerais bien toujours rappeler une chose par rapport à ce projet. Le projet, il a nécessité 8 milliards 665 millions de dollars. Eh bien, ils ont été récoltés en 8 jours par 33 millions d'Égyptiens. Quand on aura besoin de l'argent, on trouvera les richesses en Égypte. Quand on aura le bon projet, la transparence, la popularité, le charisme, la vision, l'argent viendra. La conférence de Sharm el-Sheikh, c'est des choses que les gens ne voient pas quand même. 2000 participants de 112 pays, 7,5 milliards de dollars d'aide, 36 milliards de dollars de contrats préliminaires signés et 94 milliards de dollars de MOU déjà annoncés. Ça va nécessiter beaucoup plus de travail, ça c'est vrai, mais il faut citer et rappeler ces nombres-là. Rien que la grande française Christine Lagarde a bien rappelé lors de sa participation à la conférence de Sharm el-Sheikh, et je cite, « L'Égypte est sur la bonne voie ». Et quand ça vient d'une Christine Lagarde, je sais que ce n'est pas facile à avoir. Des challenges. Certes, il y en a plusieurs. Je vais vouloir traiter des problèmes des devises, du taux d'échange, de l'énergie, des projets de loi de travail, des projets de loi de douane, des projets de loi de taxes, de la transparence des taxes. Mais je voulais juste rappeler quelques petits mots par rapport à mon appréciation très personnelle à ce que nous avons fait en Égypte pendant les 3 dernières années. Sur ce point, j'aimerais commencer par demander à chacun des intervenants de nous donner un aperçu, peut-être en quelques minutes, de comment ils voient la stratégie économique et fiscale et financière du pays et de nous rappeler le rôle que son institution espère pouvoir jouer dans cette phase-là. Je vais me permettre de commencer par Fouad Younes, le Conseil. Merci. Bonjour. Merci à tous, surtout à Jacques Lang et à son équipe, en particulier Adèle Paria et Camille Jury, qui ont œuvré pour réaliser cette conférence dans le cadre de cette magnifique exposition de Osiris. Suite à l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi en 2013, une nouvelle stratégie économique s'est mise en place pour relancer l'économie, regagner la légitimité internationale et la confiance des investisseurs étrangers. Cette stratégie se base sur plusieurs piliers, notamment l'établissement d'un environnement plus stable en combattant le terrorisme local, surtout au nord du Sinaï, et en rappelant les puissances occidentales du danger du terrorisme islamiste régional. Les objectifs macroéconomiques établis pour l'année 2015 et à moyen terme jusqu'en 2019 ont été les suivants. Un taux de croissance de 4,5% pour 2015 qui augmenterait à 6 à 7% en 2019.
réduire le budget déficitaire à moins de 10% du PNB en 2015 et 8% en 2019. En effet, le budget 2015 révèle un déficit de 8,9%. Réduire la dette de 80 à 85% en 2015, attirer les investissements étrangers de 15 milliards de dollars d'ici 2019 et réduire le taux de chômage à 9% en 2019. La politique de réduction du déficit budgétaire a été soutenue par l'élimination partielle des subventions sur les produits pétroliers. Les prix de l'essence ont été augmentés jusqu'à 78% et les prix de l'énergie électrique seront graduellement augmentés sur 5 ans. Une autre mesure pas très populaire était de plafonner les rémunérations dans la fonction publique. D'autre part, l'instauration de la TVA, aussi controversée, devrait aider à l'effectivité de la collecte fiscale. Le gouvernement œuvre à améliorer le climat des affaires en modifiant le système judiciaire pour permettre une résolution rapide des litiges entre l'État et l'investisseur, qui concerne les secteurs de privatisation, d'énergie, d'impôts et de droits de propriété. À cet égard, un comité de résolution des disputes a été créé et a déjà fait ses prouesses. Si j'ai le temps pour vous dire 2 mots concernant le Conseil franco-égyptien des affaires, nous avons été formés en 2006 par les 2 chefs d'État et nous regroupons 20 chefs d'entreprise de grands groupes français et 20 hommes d'affaires égyptiens qui se réunissent au moins une fois l'an pour faire avancer nos objectifs qui sont augmenter le volume d'investissement français en Égypte. Ceci entraîne des campagnes pour faire connaître les opportunités aux nouveaux investisseurs et pour aider les entreprises sur place à résoudre leurs problèmes avec le gouvernement et à obtenir des licences nécessaires pour développer leurs activités. Notre second objectif est de faciliter la reprise des exportations égyptiennes vers la France en travaillant étroitement avec notre ministère du Commerce et d'Industrie ainsi qu'avec les fédérations d'exportation sectorielles. Nous maintenons également d'excellentes relations avec le service économique de l'ambassade de France, avec Business France, avec la Chambre de commerce française en Égypte et avec le MEDEF. Merci. Merci. Amérique de Régnier, vous êtes pour moi le banquier sur le podium. Quelle est l'action de l'UBAF en Égypte? C'est ma première question. Et la deuxième, c'est Fouad Younes, il a cité les objectifs très spécifiques qui ont été entraînés par le gouvernement, que ce soit lié à la croissance, au déficit budgétaire ou autre chose. Combien réalistes vous jugez ces objectifs? Alors moi, j'apporterai un témoignage un peu concret. L'UBAF est une banque filiale du Crédit Agricole à 47% et détenue par 19 pays arabes via des institutions financières et notamment par la Banque centrale d'Égypte. Alors nous travaillons en Égypte depuis plus de 20 ans et avec 20 banques en Égypte sur les 39 qui, je crois, ont une licence dans le pays. Donc c'est quand même une représentation assez forte. Nous travaillons avec ces banques par le biais du trade finance, donc l'accompagnement des opérations d'exportation et d'importation essentiellement. Et je dois dire que les réformes qui sont mises en œuvre ne pouvaient être efficaces que sur la base d'un système financier solide. Or, l'Égypte a cette caractéristique d'avoir des banques qui sont bien capitalisées, d'avoir une banque centrale
qui met en place une réglementation forte et efficace. Et depuis 20 ans, finalement, que nous travaillons avec l'Égypte et que nous accompagnons soit des entreprises françaises ou soit dans l'autre sens les exportations de l'Égypte, nous n'avons, et je peux en témoigner, jamais rencontré de défaut de paiement sur l'Égypte et sur les banques égyptiennes. Et je crois que ça c'est fondamental parce que il est évidemment, on voit d'un très bon œil les réformes qui sont mises en place, mais ces réformes ne peuvent s'appuyer que sur des acteurs financiers, sur des institutions financières et sur un système qui est efficace. Et je crois que l'Égypte a vraiment cette particularité dans le monde arabe d'avoir des acteurs dans le monde financier qui sont fiables et solides. Les banques égyptiennes ont prouvé leur capacité de résistance même dans les années difficiles. Comme je disais, elles sont bien capitalisées. Elles ont une exposition, il est vrai, aux souverains, parce que 46% des actifs des banques égyptiennes sont représentés par le biais des bonds, des titres d'État. Donc il y a une exposition forte aux souverains, mais ce sont des banques qui sont globalement liquides et qui sont, encore une fois, bien managées. Voilà. Donc je crois que c'est fondamental parce que c'est très important pour toutes les entreprises ici représentées de savoir qu'elles peuvent s'appuyer localement sur des acteurs fiables. Merci. Samih Sawiras, je me retourne vers vous. Je pense beaucoup d'entre nous dans la salle savent que vous êtes le seul représentant sur le podium d'un secteur qui est en train de souffrir le plus, le tourisme. On vous connaît en Égypte, vous avez traité le tourisme par l'esprit d'un marathonien, vous êtes là pour la longue durée. Comment vous évaluez la situation du tourisme qui reste une des principales sources de revenus? Comment on va s'en sortir? On peut pas changer le monde. Et maintenant, quand le média dit aux gens de ne pas aller en Égypte, ils ne vont pas aller. Alors il faut attendre jusqu'à le moment revient où on peut lancer une campagne d'invitation, de promotion. Mais pour le moment, c'est très difficile et on le sait. On a déjà eu des cas comme ça, c'est pas la première fois. Vous vous rappelez de plusieurs fois quand il y avait quelque chose que tout le monde a commencé à faire de la peur. Et avec peur, on ne peut pas travailler dans le tourisme parce que c'est un plaisir. Et à mon avis, il faut être tranquille. C'est comme quand il y a une tempête, vous ne sortez pas de la maison, alors vous restez et vous attendez. Pas grand chose à faire. Est-ce que vous pensez que les mesures qui sont annoncées, les quelques mesures qui ont été très vitement annoncées par le gouvernement pour appuyer le secteur du tourisme sont les bonnes, sont assez suffisantes? Non, ils ne sont pas assez et ils sont toujours trop tard. Mais c'est toujours le cas. Quand il y a une crise, ils commencent à penser qu'est-ce qu'on va faire. Mais on n'est jamais préparé pour une crise. Et c'est le problème de lequel on ne va jamais sortir parce qu'on n'apprend pas de notre histoire avec des crises pareilles. Et c'est très dommage parce qu'il y avait beaucoup à faire pendant la crise. Et même maintenant, je vois que ce qu'on fait, c'est pas assez vite et le monde ne nous attend pas. Okay. Si je me retourne vers un autre secteur dans lequel vous êtes très engagé, le low income housing, le logement à destination des services sociaux, vous êtes parmi les entrepreneurs, les initiateurs de quelqu'un du privé qui va dans ce domaine. Comment vous voyez les choses? Vous voyez, est-ce que le secteur privé il est accordé assez d'espace pour agir dans ce domaine? Pas en Égypte, dans des autres pays oui, mais en Égypte où c'est le problème que l'État veut le faire aussi. Et là, il y a une compétition qui n'est pas tellement très claire et bien prononcée. Alors, on ne sait pas vraiment si l'État veut le faire lui-même ou il veut laisser les gens le faire. Et à mon avis, c'est dommage parce que c'est une expérience où je peux dire, c'est une des façons de... comment ça se dit en français?
you hit 2-3 birds with one stone. Parce que c'est un secteur qui fait du travail, c'est un secteur qui va directement au bénéfice pour les pauvres, et ça fait un espoir dans le monde et pour les pauvres qu'ils peuvent arriver quelque part. Et là, il faut vraiment fixer les règles du jeu pour que beaucoup plus de gens peuvent faire des villes comme Haram City. Haram City, dans 2 ans, on a mis 35 000 personnes dans des maisons propres et qu'ils doivent les payer pendant 15 ou 20 ans. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une discipline. Les gens qui ont cette maison, ils ont quelque chose à réussir à prendre pour eux et pour la famille. Ils ont quelque chose à perdre. Et c'est très important pour une société que tout le monde a quelque chose à perdre si la société ne fonctionne pas. Et à mon avis, c'est un secteur qui est très très important, et j'espère que même en Égypte, qu'ils savent comment l'utiliser, parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent le faire, pas seulement l'État. Nous, on a donné un exemple, parce que vous savez bien que Haram City n'a rien coûté pour l'État, il a gagné, et en même temps, il a solvé le problème de 35 000 habitants, et ça augmente. On va réussir, Inch'Allah, à leur convaincre de nous laisser travailler et arriver à 200 000 habitants dans cette ville. Franck Scula, vous êtes à la tête du service économique et commercial qui devient de plus en plus riche, tellement riche que ça parfois va faire de la confusion. La mission économique, Business France, la Chambre de commerce de France, le Conseil, les services d'appui, quels sont les outils majeurs de la France aujourd'hui en Égypte pour traiter de toutes ces opportunités? Et ma deuxième question, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu d'investissement direct français en Égypte qui vraiment crée des emplois. On a vu la vente de Rafale de Mistral, on a vu les deals du métro, on a vu des renouvelables, mais un vrai investissement de grande envergure, ça fait quelques années. Quand est-ce qu'on peut attendre au prochain? Merci Karim, mais je vous rassure, le service économique lui-même n'a pas augmenté ses biens. En revanche, les entreprises françaises, bien sûr, profitent, et je m'en réjouis évidemment, de cette proximité renforcée avec l'Égypte. Mais avant de répondre précisément à la question, je voudrais juste faire un petit raccourci sur ce que j'ai observé depuis 4 ans, que je suis en poste au Caire. Comme l'a dit mon ministre, M. Macron, tout à l'heure, l'Égypte est un grand pays, une grande civilisation, et depuis longtemps. C'est important d'y penser parce que ce pays a déjà traversé la phase dans laquelle il est à plusieurs reprises. Je parle là de l'analyse des comptes externes ou de la valeur de la monnaie ou du stock de devises nécessaires pour les importations, ce qui parfois peut donner l'impression d'une distance face aux injonctions des institutions financières internationales, mais ce n'est pas une distance, c'est la force tranquille de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui s'en est sorti. Donc ce n'est pas la même approche. Ce que j'ai observé aussi pendant ces 4 ans très compliqués, puisque l'Égypte a eu à faire face aux suites de la crise financière mondiale de 2007-2008 et ensuite aux problèmes politiques que tout le monde connaît, dont on voit la fin maintenant depuis que le président Sisi est au pouvoir, les intérêts français sont toujours restés en Égypte. Pas une seule société n'a quitté l'Égypte pendant ces 4 ans. Il y a eu certes le départ de 2 banques françaises, mais ce sont des opportunités. Ces 2 banques ont été vendues à un très bon prix, et les PDG de ces banques voulaient satisfaire au ratio de Bâle 3, et cette liquidité nouvelle, ils ne pouvaient pas la refuser. D'où ces ventes. Mais aucune société française n'a quitté l'Égypte, et pourquoi ? Au-delà de cette dimension et de cette proximité dont parlait encore une fois mon ministre ce matin entre la France et l'Égypte, il y a tout simplement cette capacité de résilience. Malgré tous les problèmes traversés, il faut savoir que l'Égypte n'est jamais entrée en récession. La récession, c'est 2 trimestres de croissance négative. Il y en a eu un seul, et pour cause, le premier trimestre de 2011.
Ensuite, il y a toujours eu une croissance, certes faible, à 2%, mais d'autres pays s'en satisferaient. 2% c'est déjà pas mal, et on vient de passer à 4,2%. Donc la croissance est déjà doublée, et on attend 5 à 6%. Ce qu'il faut voir, c'est que le pays est maintenant engagé sur un chemin de réforme structurelle qui était absolument nécessaire et attendu depuis longtemps, les principales touchant aux subventions. Il y a aussi les salaires des agents publics, mais ça a déjà été évoqué. Donc le premier pas a été fait pour toucher aux subventions des carburants. Le deuxième est attendu, surtout l'introduction de la TVA qui permettra d'augmenter les ressources. Vraiment, on est sur une bonne voie. Et d'ailleurs, tous les observateurs disent que les perspectives sont favorables dans la mesure où les réformes sont mises en œuvre, bien sûr. L'Égypte n'est pas encore sortie de son chemin difficile, mais si les réformes prévues aujourd'hui sont mises en œuvre, vraiment la croissance devrait décoller. Au milieu de cet environnement, on va dire plutôt favorable, en tout cas non, clairement favorable par rapport à ce que j'ai observé depuis 3 ans, depuis 4 ans, les Français, les entreprises françaises tirent bien leur épingle du jeu. Bien sûr, ce qui fait la une des journaux, ce sont les ventes d'armement, et pour cause, la première vente des Rafales était effectivement historique, et les autres sont non moins importantes en volume, mais en mettant ça de côté, on observe quand même une forte augmentation des échanges franco-égyptiens, à l'avantage pour l'instant de la France, mais là, c'est normal, puisque l'Égypte a un problème de taux de change aujourd'hui qui n'est pas résolu. La livre n'étant pas compétitive, enfin le taux de change de la livre au dollar n'étant pas le bon aujourd'hui, et ça grève aussi lourdement les capacités exportatrices du pays. Pour les investissements, je trouve quand même que la remarque est rude parce que AXA est venu ouvrir son activité en Égypte, là, il y a 2-3 mois. Lactalis, avec M. Alawa, qui est quelque part, a ouvert sa 5e usine. Et il y a 9 mois, L'Oréal a inauguré son usine. Enfin, des investissements français, Karim, vous savez très bien qu'il y en a. Et je peux même vous dire qu'il y en aura d'autres, mais dont on ne peut pas parler aujourd'hui. Très bien. Madame Moukadem, vous êtes à la Banque africaine du développement. Ça fait 2 ans que vous êtes en poste en Égypte. Je suis sûr que ce sont parmi les 2 ans les plus intéressants que vous avez dû voir. La BAD, c'est aussi l'instrument multinational d'aide de l'appui à l'Égypte. C'est aussi, ça fait parmi d'eux plusieurs plateformes. La BAD, la BERD, la Banque mondiale. On est en train de discuter, on entend dire 3 milliards de $, 1,5 milliard de $, puis un autre 1,5 milliard de $. On en est où? Pour ça, c'est important. Pourquoi c'est très important pour l'Égypte? C'est parce que ce n'est pas pour les 1,5 milliard, mais sur le tampon de la BAD ou de la Banque mondiale ou de la BERD qui va faire du bien à l'économie égyptienne en international. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir, on en est où par rapport au dialogue, aux négociations de ces choses-là? Merci beaucoup. Comme vous l'avez dit, la Banque africaine de développement est une banque multilatérale de développement qui agit à différents niveaux. D'abord, l'appui au gouvernement en termes de dialogue de politique économique, le financement du développement, donc des gouvernements, mais aussi le financement du secteur privé. Alors, je pense que tout a été dit en termes de réforme, de la situation aussi, qui est la situation actuelle et la situation en juin 2014, quand le président Sisi est arrivé au pouvoir. Nous sommes partis d'un constat. Nous sommes partis du constat que l'Égypte, c'est 90 millions d'habitants. L'Égypte, c'est une population jeune. L'Égypte demande, et ces jeunes demandent du travail, ils demandent des services publics et ils demandent plus de transparence et plus de gouvernance. C'est ce qu'on connaît. Maintenant, le gouvernement est présidé par le président Sisi. Comment est-ce qu'ils vont répondre à cette question-là qui est cruciale, parce que c'est de là qu'on part. On parle du développement social et humain. On parle d'être humain, on parle de pays, oui, on parle
de macroéconomie, mais la base et le départ, c'est le développement social et humain. On arrive avec des indicateurs macroéconomiques qui sont faibles. On arrive aussi avec des besoins et un gap de financement des infrastructures, donc services publics à cette population qui est faible. Et on arrive avec un taux de croissance qui a été malmené par toute cette période. Donc, comment faire ? Et il est clair qu'à notre niveau et dans le cadre de ce dialogue de politique économique, il y a plusieurs questions clés. Évidemment, si on veut agir sur la croissance, on doit agir sur les indicateurs macroéconomiques, donc déficit budgétaire, c'est-à-dire d'une part la consolidation fiscale, mais d'autre part la maîtrise des dépenses. Deuxièmement, on doit aussi agir sur les flux de trésorerie et sur les réserves de change qui vont permettre à l'économie de tourner. On doit aussi aller un peu plus vers moins de politique conservatrice en matière de change. Et c'est là où on veut pousser un petit peu le gouvernement, que ce soit nous, à la Banque africaine de développement, en consultation avec le FMI et la Banque mondiale aussi, avoir un peu plus de flexibilité. Moi, je pense que la question des devises actuelle, qui est une question importante, et des réserves de change, je ne pense pas nécessairement qu'elle soit vraiment structurelle et sur le long terme. Je pense qu'elle est plus mécanique, et avec une libéralisation du taux de change, on peut arriver en tout cas à répondre à une partie. Donc ça, le cadre macroéconomique est important. Ça a été une importante partie du dialogue, d'où d'ailleurs la focalisation sur le secteur de l'énergie, sur l'efficacité énergétique en général, sur la diminution et la réduction des subventions au secteur de l'énergie, mais en même temps, ce dialogue a été très important, parce qu'on revient toujours à l'égyptien. C'était très important que les populations les plus pauvres ne soient pas affectées par l'augmentation du taux du prix de l'électricité. Donc c'est ça le défi, un cadre macroéconomique à stabiliser, mais en même temps une population pauvre, et donc les programmes de safety nets, etc. Et puis bien sûr, la deuxième grande partie du dialogue a été le secteur privé, puisque c'est de ça qu'on parle. D'où va venir cette croissance-là ? Elle va venir du secteur privé. Donc à deux niveaux. D'abord l'environnement des affaires. Aujourd'hui, si vous voulez prendre une licence industrielle en Égypte, ça va vous prendre, je crois que c'est, je ne sais plus, c'est 300 ou 600 jours. Donc il y a eu, dans le cadre de ce programme, il y a eu une réforme spécifique sur les licences industrielles qui va être engagée très, très rapidement, qui va permettre en 2018 que la licence industrielle et le système, avec le changement du système, soient seulement prises en 180 jours. Je pense que là, c'est très important. Il y a la consolidation aussi de l'impôt sur le revenu. Avant, c'était 10 et 30%, maintenant, ça va être 22,5%. Donc, je pense que ça aussi, c'est important. Mais d'autre part, et je pense que c'est là où le dialogue a réussi, et c'est là où je pense que la vision du gouvernement a été vraiment très bonne, et on doit le féliciter, c'est totalement repenser le modèle de financement du développement. Donc avant, il y avait le secteur privé, les moyennes entreprises, les grandes entreprises, mais maintenant, le gouvernement est conscient que le gap de financement ne peut se faire que s'il y a des projets en partenariat public-privé, que si les infrastructures peuvent être financées et gérées par le secteur privé, d'où toutes les lois qu'on a vues. Et je crois que ça, c'est un point qui est extrêmement important, et toute la réglementation pour les partenariats publics-privés, etc., ont été aussi façonnées. On a beaucoup de lois qu'on voit dans ce cadre-là. Donc, pour dire que
le gouvernement actuellement et le dialogue ciblent deux choses. L'Égyptien et le développement social et humain, et le développement du secteur privé. Donc, accroître la participation du secteur privé et mettre toutes les conditions nécessaires à ce niveau. Maintenant, vous voulez que je parle montant, c'est ça? Un petit peu. C'est vrai que ce programme-là est un programme sur 3 ans, parce que le programme de consolidation macroéconomique de l'actuel gouvernement est de 3 ans. Il y aura 1,5 million de dollars cette année qui vont être décaissés bientôt. Je ne vais pas avoir de vacances, mais ce n'est pas grave. On a donc, ça c'est entre nous et la Banque mondiale. Il y aura encore 1,5 million l'année prochaine. On ne veut pas trop donner de chiffres pour milliard, pardon, oui. Milliard l'année prochaine et l'année d'après à peu près. La condition est qu'il y ait des réformes qui sont soutenables, des réformes qui sont irrévocables et des réformes qui avancent avec l'objectif que j'ai déjà expliqué. Maintenant, je voudrais juste, pour conclure, 2 mots sur la confiance des marchés qui quand même interpelle. On a parlé du canal de Suez, et ça, c'est un exemple. Moi, je suis tunisienne, qu'on voudrait reprendre en Tunisie. Donc, la mobilisation des ressources internes et de la population. Donc, ça, c'est un signe de confiance. La deuxième chose, c'est quand l'Égypte a émis le bond de 1,5 milliard d'euros. Cette émission a été sursouscrite 3 fois. Et ceux qui ont le plus acheté et souscrit étaient des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre, je pense la France aussi. Donc ça, c'est un signe de confiance. Et la troisième chose, bien sûr, l'engagement maintenant des partenaires au développement, comme la Banque africaine de développement et la Banque mondiale, pour ce qu'on appelle un appui budgétaire. Et l'appui budgétaire a ses conditions, comme vous le savez. Voilà, on va conclure après, je pense. Si je peux vous demander une deuxième question, mais j'aimerais bien que Samir Sawiras se joigne à la réponse aussi. Est-ce que la BAD peut aider les investisseurs égyptiens à aller en Afrique? Pourquoi je demande la question? Parce que nous avons besoin de créer 750 000 nouveaux emplois tous les ans pour arriver à une croissance de 5, 6 et puis 7% en 2019. Personnellement, je pense que ça sera peu facile, je vais dire comme ça, de réaliser ces 750 000 emplois tous les ans en Égypte seulement. Est-ce que, dans l'optique, dans la stratégie de la BAD, pour aider l'Égypte à sortir vers l'Afrique, c'est possible? Alors, comme je l'ai dit, la Banque africaine de développement finance directement le secteur privé, notamment dans les projets d'infrastructure, mais aussi dans d'autres secteurs. Et un de nos objectifs, on a 5 objectifs qu'on appelle les High Five et l'intégration régionale. Et le gouvernement nous a spécifiquement demandé d'appuyer l'engagement de l'Égypte en Afrique de plusieurs manières. D'abord, oui, l'externalisation du secteur privé égyptien en Afrique, et notamment dans la zone COMESA, est extrêmement importante. Et nous sommes en train de considérer, c'est-à-dire plusieurs projets d'ailleurs qui veulent s'installer. Il y a le Ghana, il y a le Kenya, il y a l'Éthiopie, et donc à chaque fois on tire sur une fenêtre du financement du secteur privé pour cofinancer justement ces investissements. Donc ça, oui. La deuxième chose, c'est à travers le financement du commerce aussi, que ce soit directement, nous avons une facilité pour le financement du commerce, ou alors indirectement à travers Afreximbank. La troisième chose, c'est de mettre en place les infrastructures régionales. On est en train de considérer là une étude de faisabilité encore sur un transport multimodal, mais basé sur la navigation sur la rivière, sur le Nil, entre le lac Victoria et la mer Méditerranée. On est en train de considérer, on va finaliser l'étude qui va être aussi présentée à un niveau ministériel global, comment avoir quelle est la politique et la stratégie énergétique ensemble au niveau de la COMESA, et comment est-ce qu'on peut tirer profit des ressources naturelles
qui existent. Donc oui, effectivement, c'est une priorité et je pense que le secteur privé égyptien est fin prêt. Alors ce que je voudrais dire aussi, on a parlé de l'Égypte, 90 millions, mais il faut parler aussi du dernier accord de libre-échange qui a été signé entre les 3 zones économiques, c'est-à-dire COMESA, dont fait partie l'Égypte, le East African Community, la communauté économique de l'Afrique de l'Est, et la communauté économique, la SADC, de l'Afrique du Sud. Ça, c'est 600 millions d'habitants, c'est 26 pays, pour dire un petit peu l'opportunité que nous, on voit pour l'Égypte de se positionner dans cet espace économique de libre-échange et pour ceux qui investissent en Égypte. Avant de revenir, Samir Saouira, c'est facile pour un investisseur égyptien de sortir en Afrique? Oui, surtout que de mon expérience, pendant les derniers 3 ou 5 ans, il y a des pays africains qui ont vraiment changé leur attitude, leur façon de parler avec les investisseurs. Ils ont quitté les vieuses idées de faire tout par l'État, pas comme nous. Nous, on le refait. Et à mon avis, ils vont aller beaucoup plus vite que nous parce que leur style de diriger les affaires et assister est devenu vraiment impeccable. Je suis au Sénégal, je suis en Éthiopie et j'aimerais bien avoir les mêmes conditions en Égypte. Et vraiment, c'est une opportunité, comme vous avez dit. Franck Sécula, Amérique de Régnier, un sujet qui occupe beaucoup de monde, l'inclusion financière. Et l'inclusion financière du secteur informel dans le secteur formel, une taxe de la valeur ajoutée qui pourrait, oui, aider, mais peut-être d'autres mesures d'encouragement, et peut-être l'expérience de la France avec ses PME et ses très petites entreprises. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour aider dans l'inclusion financière? C'est un sujet majeur en Égypte parce que le taux de bancarisation, si mes souvenirs sont bons, est autour de 14%. Donc c'est quand même assez faible, c'est-à-dire que 14% des adultes de plus de 15 ans ont un compte bancaire. Donc il y a une marge de progression très importante. C'est vrai, sur les 39 banques dont je parlais, ça représente à peu près 2700 agences seulement et à peu près 7000 ATM. Donc il y a une marge de progression très importante, mais je crois que c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte par la Banque centrale. Récemment, il y avait une conférence au Liban de l'Union des banques arabes et un certain nombre d'intervenants des banques égyptiennes étaient présents. L'inclusion financière, elle pourra, je pense, être développée par différents canaux, notamment tout ce qui est mobile banking, parce qu'on sait que c'est un vecteur très fort d'inclusion financière, parce que tous les nouveaux, on l'a vu dans un certain nombre de pays d'Afrique, comme notamment au Kenya ou en Tanzanie, où le mobile banking est très développé. Ça permet de bancariser une bonne partie de la population et souvent des personnes qui ont des revenus assez bas. C'est aussi le cas de la microfinance, avec le développement de tous les projets de microfinance qui permettent de développer aussi l'inclusion financière. Et puis, il faut le dire, c'est aussi le cas de la banque tout ce qui est Islamic Banking, parce qu'un certain nombre, une partie de la population ne souhaite pas toujours participer dans le cadre de banques conventionnelles. Et donc, on l'a vu dans un certain nombre de pays, notamment en Arabie Saoudite, où des grosses banques se sont développées très rapidement grâce à l'Islamic Banking. Et ça participe à l'inclusion financière. Et l'inclusion financière, ça va bien au-delà de la bancarisation, puisque c'est un facteur de transparence, de développement, d'émancipation des populations. Donc c'est extrêmement important. Samir Saouira, vous voulez rajouter quelque chose rapidement? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier la Poste. La Poste égyptienne est en effet la plus grande banque d'Égypte. 23 millions, je crois, de comptes. Oui, ouais. 23 millions de comptes, c'est-à-dire l'Égypte est vraiment bien avancée dans ce secteur. D'avoir un compte, c'est pas seulement les banquiers, il y a la Poste. Franck? Oui, l'aspect sur l'inclusion financière a été bien souligné par le banquier, c'est normal. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect du secteur informel, parce que si je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de récession en Égypte, c'est parce qu'il y a une raison.
il y aurait dû y avoir une récession. Il n'y en a pas eu. Le secteur informel égyptien est énorme. L'ancien gouverneur de la Banque centrale lui-même, lors d'un entretien en petit comité, l'avait estimé à 60-70% du PIB. Ce qui veut dire en clair que vous avez 170% du PIB qui est distribué à la population, et non pas seulement le PIB officiel, et qui permet de créer des petits emplois, on dirait des petits boulots en France, mais justement qui comprime cet afflux de 800 000 nouveaux entrants sur le marché du travail chaque année, et qui les occupe avec tout l'aspect social que ça a. Évidemment, il faudrait élargir la base fiscale. Et un point qui n'a pas été évoqué, c'est que si on arrive à faire entrer, à formaliser une partie du secteur informel, vous augmentez aussi, bien sûr, mécaniquement les recettes budgétaires, ce dont a grand besoin l'État égyptien. C'est une petite anecdote, mais vous savez que les 8 milliards de dollars pour le canal de Suez, presque 2 de ces 8 sont venus dehors des banques. Oui. C'est une somme, hein. Vous voulez rajouter quelque chose? Non, juste rajouter par rapport au secteur informel, c'est qu'il y a un besoin urgent à deux niveaux. D'abord, de voir un petit peu pourquoi ce secteur est dans l'informel. Quand on dit informel, ça ne veut pas dire que c'est des micro-entreprises. Ça peut être des moyennes entreprises qui ne veulent pas, pour des raisons de bureaucratie, pour des raisons de fiscalité aussi, ne pas entrer dans le secteur formel. Et ça crée une pression aussi en plus en termes de taux de change, parce que ces gens-là, ils brassent aussi des dollars, etc. Donc à ce niveau-là. Et au niveau des banques aussi, qui sont plus confortables maintenant avec l'achat de titres d'État et qui sont liquides, elles sont très liquides. Donc pourquoi sont-elles liquides? Est-ce qu'elles veulent prendre le risque, ne pas prendre le risque? Je pense qu'il y a un travail à faire aussi à ce niveau-là pour pousser le secteur financier à prendre plus de risques et financer les petites et moyennes entreprises. Fouad Younes, je souhaite me retourner vers vous, pour me retourner encore vers le futur, pour concrétiser. Deuxième moitié d'avril, on attend une visite très attendue du président français en Égypte. Ça marquera aussi le 10e anniversaire du Conseil France-Égypte des affaires. Qu'est-ce que vous pensez? On en a discuté un peu ensemble, entre équipes hier. Qu'est-ce que vous pensez on pourra réaliser ensemble l'Égypte et la France? Peut-être Franck, si vous voulez rajouter après. Bien. J'aimerais d'abord juste faire une remarque sur l'inclusion financière et le secteur informel. Si je comprends bien, l'introduction de la valeur ajoutée, la taxe de la valeur ajoutée, un des objectifs importants, c'est de faire attirer une partie de ce secteur informel dans l'économie nationale, l'économie officielle. C'est-à-dire que cette taxe est censée encourager des petites entreprises, des moyennes entreprises qui ne participaient pas et ne payaient pas d'impôts à se joindre à l'économie. Donc, je suis optimiste qu'il y aura une amélioration. Pour la visite du président Hollande, naturellement, elle est très importante. Je pense qu'il sera accompagné par une délégation importante de chefs d'entreprise et que nous, en tant que Conseil franco-égyptien des affaires, notre rôle sera de participer très activement à ce qui sera discuté, signé, concrétisé durant cette visite. On commence à travailler sur ça avec le service économique, avec le MEDEF, avec les ambassades, les deux ambassades. Et je suis confiant qu'on va élaborer un programme ambitieux pour cette visite. Les détails, on ne les connaît pas encore. Merci. On a peut-être une petite quinzaine, au plus grand, une petite vingtaine de minutes
j'aimerais bien peut-être permettre d'ouvrir la parole aux questions de l'audience, des commentaires. On a bien un micro, je pense, non? Oui. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Bizot-Grégory, je travaille pour le groupe Accor. Je voulais m'assurer d'un facteur de stabilité, je voulais savoir ce qu'en pensaient madame et messieurs, qui était la fin des élections législatives du Parlement égyptien, qui normalement est la semaine prochaine. Est-ce que ça sera un facteur de stabilité du gouvernement, des différentes institutions, des patrons des grandes institutions, et est-ce qu'à partir de là, on pourra, dans un climat serein et un peu plus long terme, ou en tout cas moyen terme, assurer que nos investissements ou nos projets puissent être tenus jusqu'à leur terme? Si vous me permettez, très rapidement, je vais juste rappeler les faits. Les élections législatives égyptiennes, la dernière phase se termine aujourd'hui et demain. Les résultats seront annoncés jeudi. Le nouveau Parlement aura le droit de faire deux choses. Dans 15 jours, il aura le droit de soit adopter, révisiter, modifier ou refuser les lois qui ont été entérinées pendant la période de passation. Et la deuxième chose, que le gouvernement aura à démissionner, à se représenter et soit être accepté. Voilà ce que la Constitution stipule. Maintenant, si ça veut donner plus de stabilité ou non, je laisse les intervenants prendre leur avis. Franck, tout le monde veut que tu... Pardon Karim, j'ai un aparté avec le président du Conseil franco-égyptien des affaires. Oui, c'est la fin de la feuille de route que le président Sisi avait annoncée. Les élections législatives ont pris peut-être un peu plus de temps à se mettre en place et à se dérouler, mais maintenant on en arrive au terme. Et effectivement, comme l'a souligné Karim, le nouveau Parlement, une fois qu'il siégera, je ne sais pas encore à quel moment il va être constitué, aura une quinzaine de jours pour valider tous les décrets qui ont été pris dans l'intermède par le président Sisi, et je pense qu'il le fera sans aucun problème, ce qui devrait rassurer absolument toutes les personnes, enfin plutôt les entreprises qui ont pu à un moment donné ou à un autre bénéficier d'une des dispositions de ces décrets, si c'était ça le sens de la question. Oui, c'est plutôt l'investissement à partir de maintenant, et pour demain, on aurait une Égypte avec un politiquement plus stable qu'elle n'a été jusqu'à maintenant. Oui, puisque tous les outils de l'État de droit seront en place avec le Parlement constitué, tout à fait. Il ne faut pas oublier que l'Égypte aujourd'hui était dans une phase qui n'était jamais plus stable. Je parle de la politique que pendant les derniers 30 ou 40 ans. Parce que c'est la première fois que vous avez un président qui vient d'une armée qui lui soutient totalement. Ce sont des collègues, pas comme Moubarak qui était au moins 30 ans plus âgé que le prochain général dans l'armée. Et il a le soutien d'un peuple qu'on a vu comment ça s'est montré pendant les élections présidentielles. Même s'il a perdu quelque chose, c'est maintenant beaucoup plus normal qu'il est dans les 80 ou 70, et pas comme Moubarak qui était soutenu par beaucoup moins de gens. Et maintenant, même la police, qui est très importante en Égypte, ils sont aussi très grateful, comment ça se dit, reconnaissant de l'effort que l'État a fait pour leur réintroduire comme une force acceptable dans la société. Et c'est ça vraiment qui est très important à savoir, que la politique en Égypte maintenant, et avec le Parlement, avec les élections, n'était jamais plus stable. Le problème, essentiellement, c'est l'économie. Et là, malheureusement,
ne sont pas venus ensemble. La stabilité économique avec la stabilité politique. Et peut-être on pourra renvoyer des touristes dans nos hôtels, Monsieur Sawiris. Inch'Allah. On aimerait, Inch'Allah. Mais on a vu ça plusieurs fois. Les touristes ont heureusement un très très court mémoire. Et puis ils oublient, grâce à Dieu, très vite. Et il n'y a pas une seule famille au monde qui ne veut pas aller en Égypte. Alors ça revient très vite. Voilà. Je vois une deuxième question derrière, puis une troisième, je pense. Madame? Oui. Oui, bonjour, Anne Chevial, journaliste au Figaro. Vous avez évoqué assez rapidement le problème des devises et du taux de change. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu plus ce problème, s'il vous plaît? Amérique, vous êtes le banquier? C'est une question difficile. Je peux juste me permettre une petite seconde pour annoncer. J'apprends que le ministre est en train de revenir. Il a tenu à revenir pour être entre nous pour répondre à quelques questions aussi. Il arrivera dans 7 à 10 minutes maximum. Allez-y. Juste un mot pour dire que les réserves de change de l'Égypte correspondent à peu près à 3 mois d'importation. Bon, déjà, et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème d'accès à la devise. Un certain nombre de mesures ont été prises. Alors, peut-être mais d'autres intervenants les préciseront, mais ont été prises notamment par la Banque centrale pour essayer en gros de contrecarrer le marché parallèle qui était, on l'a dit, extrêmement important. Ces mesures ont créé certains petits dysfonctionnements et c'est vrai qu'aujourd'hui on a des acteurs locaux qui ont des problèmes pour avoir un accès aux devises. Et en ce qui nous concerne, on a parfois, on parle de la banque, des retards. On a vu une baisse des volumes d'importation compte tenu de la difficulté des acteurs locaux à acheter des dollars ou des euros, en gros. Voilà. Alors, le ministre disait hier au MEDEF que ce problème serait réglé rapidement. Je ne suis pas en mesure de dire comment ça va se faire, mais je crois que il y a un changement du gouverneur de la Banque centrale qui est survenu il y a une semaine, deux ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Donc, on s'attend à des mesures complémentaires pour apporter un peu plus de flexibilité au système. Je pense, au-delà de la question monétaire que tu as très bien expliquée, je pense qu'il faut mettre aussi ça dans le contexte d'une économie mondiale qui a affecté justement les exportations de l'Égypte aussi. Il faut mettre ça dans un contexte où le tourisme, qui est un secteur important d'entrée de devises, a aussi été affecté. Donc il y a en même temps donc, la mécanique de la politique monétaire, et donc on va vers plus de flexibilité, mais il y a aussi toutes les actions qui sont mises en œuvre aussi pour améliorer la compétitivité du secteur privé égyptien, et notamment à travers aussi toutes les réformes d'amélioration du climat des affaires qui sont actuellement mises en œuvre et programmées. Mais si je peux me permettre, je pense, je vais tourner en arabe. حضرتك بتهيألي وصلت في التوقيت المناسب جدا. السؤال عن Vous êtes venu à l'heure pour répondre à la question liée à la crise des devises étrangères, notamment le dollar. Quelles sont les mesures prises par la Banque centrale égyptienne pour résoudre cette crise? Merci d'être venu à l'heure. Comme l'a dit Samir, c'est une question très importante. Donc, ne vous attendez pas à une réponse directe. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de cul-de-sac. Notre réserve de devises étrangères est de 16 milliards, l'équivalent de 16 milliards et nous essayons de le garder à ce niveau. Malheureusement, nous avons beaucoup de
facteur adverse, nous voulons que l'exportation atteigne la moitié du volume des importations dans une première étape. Car l'importation augmente alors que l'exportation stagne. Et donc c'est ce que nous œuvrons à faire dans une première étape. Selon mes prévisions, et grâce à la mise en place d'un nouveau gouverneur de la Banque centrale, nous aurons une nouvelle politique monétaire. Un comité sera chargé d'établir la nouvelle politique monétaire. Ce comité regroupe des représentants d'instances internationales ainsi que de secteurs différents. L'ancien gouverneur de la Banque centrale y participera. Dans un avenir proche, j'estime qu'il s'agira de quelques mois, la politique monétaire sera beaucoup plus claire, car il s'agit là d'une entrave à l'investissement. Et nous perdons beaucoup. Et les entreprises enregistrent des pertes également. Et donc nous allons, en premier temps, faciliter l'accès aux devises, aux sociétés productrices de matières premières et de biens de consommation. C'est à elles que l'on accorde la priorité absolue. Et nous noterons un changement positif dans les semaines à venir. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il s'agit là d'une période de quelques mois avant que la situation soit rétablie. Merci. D'autres questions peut-être Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Vous avez, François Brun du groupe Thales, vous avez beaucoup parlé de réformes structurelles de nature économique. Ma question porterait sur le système éducatif et la formation, notamment la formation, les formations de haut niveau de type ingénieur. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui? Merci. طبعا يعني اولا بشكرك على السؤال عميق شويه، رده صعب اقدر اجاوب فيه في دقائق، لانه التعليم هو من اساس التقدم لاي دوله. احنا الى حد كبير عندنا جامعات مصريه بالذات من الناحيه التقنيه مستواها كويس، بيرتقي زي جامعه القاهره واسكندريه والعين شمس. بنتوسع في بعض الجامعات في الاقاليم. التركيز يمكن الأكبر في خلال الفترة دي، ودي أنا نفسي متداخل فيها شخصيا لأنه عندي انترست فيها من ناحية الصناعة، اللي هي تنمية المعاهد الفنية اللي هي بتبقى بعد البكالوريا أو الثانوية العامة، لأن دي حاجة من الحاجات اللي فيها نقص شوية في مصر. فإحنا حاليا يمكن بشتغل مع هيئة قناة السويس لبناء البنى خلص خلاص المعهد تقني عالي جدا يخدم محور قناة السويس بالكامل لكل الصناعات المختلفة. في بعض المشاريع اللي هي بعتبرها ميجا بروجكت كبيرة متخصصة في صناعات معينة، احنا بنعمل يعني ننشئ لها معهد فني صناعي بجانب هذه المنطقة تخرج فنيين لهذه الصناعة، وفي صناعات معينة بدأنا نتكلم فيها في هذا المجال. Si je me permets très rapidement de compléter, que vous faites partie d'une boîte dont j'ai la connaissance qui vient de présenter une concept note qui va être remise la semaine prochaine à son Excellence Monsieur le Ministre du Commerce et de l'Industrie, le Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement et du chef du Fonds du développement de l'éducation. C'est Thales qui présente ses idées autour de ça exactement. Et nous en sommes très preneurs. D'autres questions?
peut-être, allez-y, monsieur. Merci. Monsieur le ministre, bonjour, je suis Denis Simon, je représente Engie, le groupe GDF Suez, qui a changé de nom récemment, mais qui évidemment a des racines égyptiennes profondes, avec le canal de Suez construit en 1862. Je voulais vous poser une question sur les perspectives dans le domaine gazier. Vous avez évoqué tout à l'heure cette question. Évidemment, les découvertes de gisements importants avec Eni sur le champ de Zohr sont tout à fait encourageantes. Mais je voulais savoir un peu comment vous jugiez l'avenir du secteur du gaz, puisqu'il y a aujourd'hui une consommation domestique très importante. Est-ce que vous estimez qu'on va développer la production d'électricité à partir de gaz? Est-ce que vous estimez qu'on va pouvoir reprendre les exportations de gaz naturel liquéfié, ce qui nous intéresse puisque nous étions un acheteur depuis longtemps de gaz naturel liquéfié égyptien? Et puis, troisième question, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une coopération régionale dans l'est de la Méditerranée? C'est pas forcément évident, mais comme vous le savez, vos voisins ont aussi des réserves importantes, que ce soit Chypre, que ce soit le Liban, que ce soit Israël. Merci. Alors évidemment, le gaz représente une ressource vitale pour notre pays. À l'heure actuelle, il y a un problème non pas au niveau de la production, mais au niveau de l'approvisionnement. Le champ de Zohr, comme vous le savez, nous intéresse et il faut le développer. Il sera opérationnel dès 2017 selon les déclarations du président Al-Sisi. Et les travaux coûteront ce champ selon les estimations, contient 33 trillions de mètres cubes. Nous pourrons extraire 70% de ces réserves de gaz en forant plus de 27 puits. Et nous cherchons d'abord à assouvir la consommation interne avant de penser à l'exportation. Il y aura certainement une exportation de gaz dans ce sens. Il faut rappeler que l'Égypte a une particularité. Il s'agit là du seul pays doté d'une structure privée pouvant exporter le gaz. Il s'agit là d'un grand plus pour notre pays. Nous collaborons avec Chypre pour tirer profit du réseau égyptien afin de renforcer ces exportations. Et nous coopérons avec d'autres pays également. Donc, si votre question est est-ce qu'il y aura de l'exportation, notre réponse est oui, certainement. سؤال أخير أحمد يوسف. Dernière question. أحمد يوسف, تفضل. سيد الوزير، ما هي الفرص المتأتية عن المنطقة الجديدة المحيطة بقناة السويس والتي تقدمها مصر للمستثمرين الفرنسيين؟ وما هي الضمانات القانونية التي توفرها لهؤلاء المستثمرين حتى تطمئنهم في استثماراتهم؟ À l'heure actuelle, l'infrastructure du nouveau canal de Suez est prête dans sa majorité. Il y a des opportunités que peuvent saisir les entreprises selon leur domaine. Il faut rappeler que les entreprises ont leur rôle et leur contribution à apporter. Il y a certaines industries dont ces entreprises pourront en profiter, par exemple le secteur de la logistique.
Il faut rappeler que cette zone industrielle est en cours de construction, en coopération avec des entreprises russes et émiraties, notamment au niveau du port de Port Saïd. Cette zone économique a été choisie par ces entreprises et nous sommes en train de développer certains secteurs industriels, notamment des industries lourdes, des industries de pétrochimie, entre autres. Nous discutons avec notre contrepartie française pour créer une zone dédiée aux entreprises hexagonales, émiraties et égyptiennes. Les entreprises françaises sont les bienvenues dans tous les secteurs. Et elles pourront servir le marché égyptien ou travailler au niveau du canal de Suez, dans cette zone industrielle et économique mentionnée, en vue d'exporter. Il faut rappeler que cette zone économique peut accueillir plusieurs secteurs industriels. Et elle est ouverte à tous les secteurs. Et pour les secteurs qui ne peuvent pas être accueillis au niveau de cette zone économique autour du canal de Suez, le restant du territoire égyptien pourra les accueillir. Et donc nous avons un plan de route pour cette zone économique. Ce plan de route a pour objectif de renforcer le rôle de ce canal de Suez et de tirer profit de sa situation. Les garanties juridiques et légales que nous offrons aux entreprises françaises sont celles que nous offrons à toutes les autres entreprises internationales. Et nos garanties sont identiques à celles en vigueur partout dans le monde. D'ailleurs, nous avons pris des décisions au niveau du gouvernement pour éviter des changements au niveau des réglementations en vigueur. Donc, cela permet aux entreprises françaises d'être rassurées. Et donc, ces garanties sont celles que nous accordons aux autres entreprises étrangères en Égypte. Merci. Merci, Monsieur le ministre, de vous être joint à nous à nouveau, d'être revenu à cette table ronde, afin de prendre la parole et de rassurer les investisseurs français. Monsieur les intervenants, je vais conclure par vous remercier. Ce fut un honneur et un plaisir, et remercier l'Institut du monde arabe, Jacques Lang et toute l'équipe pour cette table ronde. Merci beaucoup. Je pense qu'on passe à une pause que vous attendez tous.